bienvenue, c'est le Culture Mag, votre journal dédié aux arts, au spectacle et au lifestyle, avec au sommaire un point sur la femme, notre amie la femme. À l'heure où en France, les droits et les acquis des femmes sont menacés, le Culture Mag vous propose un contre-pied total, portrait de ménagères 2.0. Ce sont des femmes qui cuisinent, qui sont des stars. Ça aurait pu être des hommes, mais ce sont des femmes. Dans ce journal, nous irons en Israël, à Tel Aviv précisément, écouter un petit bout du premier album solo d'Idan Reichel. Le célèbre chanteur sort son disque tout seul comme un grand. Nous étions au lancement. Et puis nous irons voir de près le musée Ingres en France. Pas de frontières pour l'art, pas de contrôle. La célèbre institution accueille une délégation espagnole, Goya, Velasquez et Greco, rien que ça. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous. Si vous êtes la fameuse ménagère de moins de 50 ans, eh bien soyez très contente parce que l'avenir vous appartient. Rester chez soi, au chaud, à faire la cuisine, ça rapporte gros, très gros même. Depuis le boom des émissions de cuisine, le nombre de femmes qui se sont mises aux recettes maison et qui en ont fait un business ne cesse d'augmenter. Ça aurait pu être des hommes, mais il se trouve que ce sont des femmes. Sandy Fortis en a suivi 2 d'entre elles. Elle cuisine, elle tricote, fait le ménage, s'occupe des enfants. La ménagère version 2015 fait tout et toute seule et elle le fait bien sûr après sa journée de travail. Voici la ménagère 2.0. La ménagère d'aujourd'hui, c'est pas du tout la ménagère des années 50. C'est sûr qu'elle est plus tendance, elle est aussi bien à la cuisine qu'à l'extérieur, elle travaille, elle s'intéresse à tout, à la mode, au sport, elle sort mais elle reçoit, elle met les choses faites maison comme les bons restaurants et c'est plus du tout la ménagère maison popote. Ce retour de la ménagère, on le doit notamment à l'amour de la cuisine. Avec le succès des émissions culinaires et des concours de cuisine, la femme active a retrouvé l'envie de se mettre au fourneau. Et grâce à la flambée des réseaux sociaux, elle partage tout sur le net. Un petit peu épaisse. Vous aurez besoin de 6 œufs, le beurre fondu. Certaines de ces ménagères 2.0 en ont même fait leur métier. Jamie Geller est une star de la cuisine sur le web, notamment aux États-Unis. Pourtant, rien ne l'a prédestinée à devenir une Martha Stewart. Je n'ai pas été élevée pour devenir une bonne ménagère, mais plutôt pour devenir une femme carriériste. Mais c'est ce qui est arrivé quand je me suis mariée et que mon mari m'a demandé « Qu'est-ce qu'il y a pour le dîner ?» Je dis toujours que c'était le début de la fin. C'est donc en fondant sa famille que Jamie Geller est passée de productrice télé à reine de la cuisine sur la toile. Mais elle n'est pas la seule, de nombreuses femmes actives suivent sa route. Leur seule différence, c'est qu'elles mènent de front leur carrière et leur rôle de parfaite ménagère, alors que Jamie a réussi à en faire son business. Mais comment expliquer ce retour si fracassant aux valeurs d'antan ? Je pense qu'en tant que femme, on va toujours à l'extrême. Au début, on était à la maison dans l'extrême, c'est-à-dire qu'on ne travaillait pas, on s'occupait en exclusivité de la maison. Puis tout d'un coup, il y a la libération, du genre vous ne vous occupez plus de la maison, on achète tout. On voulait devenir PDG ou chirurgien. Et aujourd'hui, c'est l'extrême, on va tout faire. Donc on doit être à la fois ménagère, diriger une entreprise avec succès, et c'est ce que les femmes font. C'est redevenu à la mode d'être une ménagère, c'est trendy. Tout faire soi-même, c'est trendy. Et je ne parle pas seulement de la cuisine, on fait aussi notre propre déco, on cultive notre propre potager. Et comme devenir la parfaite ménagère est devenu si trendy, nombreux sont ceux qui, comme Jamie Geller, ont choisi d'en faire leur business. Un business rentable, très rentable, page Facebook, vidéos sur YouTube, Instagram et autres réseaux sociaux, même la presse s'y est mise. De plus en plus de supports spécialisés ont fait leur apparition, et ce, aux 4 coins du monde, comme le magazine Buffet en Israël. Une presse qui s'adresse à tous, aux femmes au foyer comme aux femmes actives, célibataires ou mères de famille, mais aussi à la gente masculine. Aujourd'hui, il y a un retour aux sources, pas seulement au niveau de la cuisine, au niveau des produits. Et après, ça arrive jusque dans les cuisines de nos ménagères et des hommes, parce qu'il y a aussi énormément d'hommes qui cuisinaient pas du tout et qui, avec les nouvelles émissions de télé, ont un engouement pour la cuisine qui est exacerbé. Après la ménagère classique des années 50 et la ménagère superwoman sur tous les fronts, à quoi ressemblera la ménagère du futur ? Hommes, femmes, les deux. Ce qui est sûr, c'est que peu importe le lieu ou l'époque, la ménagère de moins de 50 ans, ça rapporte.
le ménager de moins de 50 ans, on l'adore. On va passer à de la musique maintenant avec l'album solo d'Idan Rechel. L'homme au dreadlock a abandonné son groupe, le Rechel Project. Il a également abandonné, vous pouvez le voir, ses cheveux parce que désormais, il a la tête rasée. En 13 ans de carrière, Idan Rechel a conquis une renommée internationale et avec ce nouvel et premier album solo, eh bien, il entre dans la catégorie des grands. 11 titres très personnels, certains dédiés à ses deux filles. Reportage Shani Narshoni, traduit par Julia Ganassia. Idan Rachel est l'un des chanteurs israéliens les plus connus à travers le monde. Son projet musical, comme il surnomme son groupe, a déjà voyagé aux États-Unis, en Europe et en Asie. Pourtant, pour son tout premier album solo, il revient à ses origines en Israël et plus précisément à la langue hébraïque. Pour des gens qui écoutent de la musique internationale, il est aussi possible d'écouter de la musique d'un chanteur qui vient de cette partie du monde, du Moyen-Orient. Il y a des chanteurs comme Edith Piaf en France, Bob Marley en Jamaïque ou Mercedes Sosa en Argentine, dont vous pouvez écouter la musique sans forcément comprendre les paroles, sans parler français ou espagnol. Et c'est pour mettre en avant son retour aux origines qu'il a décidé de tenir sa conférence de presse dans le jardin de ses parents. Mais il n'est pas le seul à s'intéresser à Israël. Les manifestants du BDS qui attendent à la sortie de ses concerts un peu partout dans le monde essayent toujours d'empêcher les gens d'assister à ses représentations. Interrogé sur le sujet, le chanteur a un discours plutôt surprenant. Il faut garder en tête le fait que les gens du BDS sont des gens qui se sentent concernés. Pour rester dehors à New York par moins 15 degrés, en train de geler pour manifester contre quelque chose qui se passe de l'autre côté du monde. Ces gens se sentent concernés, je pense que c'est leur manière de faire qui est une erreur. On ne devrait pas faire taire un artiste, on ne devrait pas mettre la musique en sourdine. Peu importe que vous soyez de droite ou de gauche. Vous créez quelque chose et c'est ce qui compte. L'État islamique et le Bataclan, nous avons eu l'honneur de nous produire, essaient de réduire tout le monde au silence. Et c'est quelque chose qu'on doit traiter d'une manière complètement différente. En tant qu'artiste israélien, il tient aussi à partager un message de courage face à la peur des attentats terroristes. En Israël, on vit le moment présent et on apprécie chaque jour beaucoup plus que dans tout autre pays. Tout le monde connaît une personne qui est morte dans un attentat ou quelqu'un qui est mort pendant la guerre. Et pourtant, si vous venez à Tel Aviv, vous verrez une des villes les plus vivantes au monde. Quand vous marchez dans les rues de Tel Aviv, vous n'avez pas peur du tout. À une époque où la culture et la politique sont indissociables, Idan Rachel espère pouvoir diffuser un message musical différent en retournant à ses racines. Le highlight du jour est signé Sandy Fortis au musée Ingres en France. On y trouve du Velázquez, du Goya, le tout très bien emballé. Histoire d'échange de tableaux à Montauban. Plusieurs toiles du Prado ont fait le chemin jusqu'au musée Ingres. À l'occasion d'une grande rétrospective de Jean-Auguste Dominique Ingres, le musée consacré à l'enfant du pays qui a prêté de nombreuses toiles au musée madrilène s'est retrouvé avec 11 emplacements vides. C'est alors que l'idée de l'échange a germé. 11 toiles de grands portraitistes espagnols sont venus rejoindre l'exposition. Greco, Velázquez, Goya, des tableaux encore jamais exposés à Montauban sont à découvrir. Selon la conservatrice du musée, Ingres serait très fier de voir réunis autant de chefs-d'œuvre dans sa ville natale, même si, ironie de l'histoire, le portraitiste français avait un peu de mépris pour la peinture espagnole. D'où vient le succès des séries télé israéliennes? Si le milieu le savait, ça c'est sûr que plus personne ne s'occuperait d'audimat. Il n'empêche qu'il n'y a pas de recette miracle, il y a quand même quelques éléments de réponse et c'est un petit peu ce qu'a trouvé la chercheuse Noah Lavie. Elle est doctorante en sociologie des médias. Elle vient de terminer une thèse sur le succès des séries télé qu'elle appelle Quality Drama. C'est une thèse qu'elle publie sous la forme d'un livre aux éditions Ressling. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Sous ce terme de quality drama, elle a mis des séries comme In Treatment, qui a été adaptée aux États-Unis. Elle a également mis la série La Bourgeoisie, vous allez nous en parler, et Love Hurts. Alors, Noah, qu'est-ce que vous appelez quality drama? Est-ce que ça veut dire que, dans le fond, les autres séries n'ont pas de la qualité? Quality drama, for me, as a sociologist,
En tant que sociologue, la catégorie Quality Drama n'a pas de substance particulière en Israël. C'est une construction sociale façonnée par les producteurs, les critiques et la loi israélienne qui impose certaines règles au marché télévisuel. Donc si vous me demandez ce que signifie le terme de quality dans les séries télévisées, je vous répondrai que c'est l'authenticité. C'est-à-dire que la série télé a vocation à être moins commerciale et à une valeur supérieure à la télé-réalité. Je voudrais qu'on parle de cette série israélienne qui a littéralement cartonné dans les années 90, qui s'appelle La Bourgeoisie et que vous avez étudiée. De quoi parlait-elle et en quoi c'est une quality drama ? La bourgeoisie est une quality drama parce que... Qui n'a pas été exportée, qui n'a pas été vendue à l'international. C'est une quality drama parce que cette série est perçue comme subversive par les critiques, le public et les créateurs. Subversive par rapport au quotidien de la classe moyenne israélienne. Dans cette série, un groupe d'amis se disputent, se détestent, mangent et font l'amour différemment que les Israéliens. Oui, c'est une façon du Dallas à l'israélienne en plus soft, on va dire. Une autre série que vous avez étudiée, c'est In Treatment, qui a été, elle, vendue à l'international. Qu'est-ce que vous avez découvert dans cette série, Noa Lavi? In Treatment, בטיפול in Hebrew, is actually a new format which was invented. La série En Analyse est un nouveau format inventé en Israël. Son créateur, Haggai Levy, a sélectionné certains aspects des séries télé, les a améliorés en injectant du contenu de qualité. Which was seen as quality by the critics, etc., because of the slow, maybe couch theater. Il a aussi ralenti le rythme de sa série pour permettre de faire passer des messages plus profonds. Enfin, il a fait le choix d'engager de bons comédiens et pas des acteurs vedettes. Alors, on peut quand même dire que dans les années 80-90, les séries israéliennes étaient nourries par les États-Unis. Est-ce qu'avec des succès comme Homeland, par exemple, est-ce qu'on peut dire qu'Israël s'est affranchi de son parrain américain, plus indépendant maintenant? Oui, je vais essayer de vous répondre. J'espère que j'ai compris la question. Alors, le marché télévisuel est petit en Israël. Parce qu'il est petit et très pauvre, les créateurs et producteurs israéliens excellent dans la réalisation de séries pas chères, mais de qualité et bien faites. C'est pour cela que les séries israéliennes ont autant de succès à l'étranger, aux États-Unis ou en Europe, et partout où il faut des bonnes séries pour peu d'argent. Et c'est ma dernière question. On peut parler aussi d'un esprit. Il y a, je sais pas, une façon de traiter des sujets un peu touchy dans les séries télé israéliennes qu'on ne peut peut-être pas voir ailleurs. Je pense notamment à Travail d'arabe qui n'est pas sorti en France. Israeli dramas are Les séries israéliennes sont très ancrées dans la culture israélienne, qui est vraiment différente de la culture européenne ou américaine. C'est pour ça que, lorsque la série En Analyse a été adaptée en anglais, ils ont dû changer certaines parties de l'histoire, afin de le rendre compatible aux attentes du public américain. À ce public, il est impossible de montrer un psychologue qui connaît quelqu'un qui connaît son patient. C'est impensable aux États-Unis. Dernière chose, les séries israéliennes s'intéressent plus au conflit israélo-palestinien que d'autres pays. Combien de séries vous avez regardé? J'ai regardé toutes les séries, mais je me suis intéressée spécifiquement à 4 séries télévisées qui datent de l'âge d'or des séries israéliennes. De 1998 à 2008, aujourd'hui c'est principalement de la télé-réalité. Les séries étaient Love Hurts, En Analyse, La Bourgeoisie, et une série similaire à La Bourgeoisie qui parle aussi de la vie d'un groupe d'amis à Tel Aviv.
Merci beaucoup Noa Lavi. Vous viendrez un jour nous parler des Shtisel, qui est une série qu'on suit avec passion ici, une série israélienne. Merci Noa Lavi. Et puis merci pour votre livre qui n'est traduit ni en anglais ni en français, qui pour l'instant est seulement publié en Israël aux éditions Wrestling. Merci. C'est une interview qui a été enregistrée avant ce journal. On va se quitter sur les images du tout nouveau film de Claude Lelouch, 1+1. Les critiques sont bonnes. Le film est un full good movie. C'est un très bon Lelouch qui sort en France, des histoires d'amour comme on les aime, avec des improvisations, avec du Jean Dujardin, du Elsa Zilberstein. Lelouch, une valeur sûre. À demain, même heure, juste après, c'est l'info sur i24 News. Merci. C'est un grand honneur pour l'ambassade de France de saluer la présence d'Antoine Abélard, grand compositeur français. Bienvenue en Inde. Donc alors comme ça, vous êtes madame l'ambassadrice. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train d'embrasser la main de ma femme. Vous êtes mariés? Ah non, mieux que ça. Je suis amoureux. Et elle fait quoi? Elle est maçon. Elle est pianiste. D'accord. Une très grande pianiste. Est-ce que tu veux m'épouser? Vous partez en voyage? J'arrive pas à avoir un enfant, donc Ah, pardon. je vis sur le chemin de la fertilité. Mais ça serait pas plus simple de faire régulièrement l'amour? Oui, non, mais enfin, on n'y arrive pas. À faire l'amour?